Vote ta France, la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipale, départementale, régionale, Droits Citoyens s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droits Citoyens, le média libre et citoyen. Bienvenue, on est le jeudi 30 janvier 2020, il est 20h36. Nous sommes en direct avec un peu de retard, désolé, mais apparemment ça bug sur Facebook. En tout cas, ce soir pour l'émission Vote ta France spéciale écologie, on va recevoir une fois de plus la liste Saint-Hélas citoyenne avec ce soir des invités. En plus de ceux de la semaine dernière, on va faire un petit coucou aussi à Fabrice qui n'est pas venu ce soir, mais qui va nous regarder avec grande curiosité. Fidèle. Allez, donc on va faire le tour de table. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Donc à ma gauche, du moins à droite de l'écran, il y a Philippe Bariol. Loïc Vitran. Et Sandrine Osby. voilà, donc aujourd'hui on accueille de nouveau, donc c'est Sandrine et Loïc. Donc il y a un petit écho, mais ça c'est pas grave, ça va se résoudre au fil de temps de l'émission. Donc ce soir on va aborder la question de l'écologie. Donc pour rappeler, Saint-Étienne, c'est une ville de 171 000 habitants, puisqu'on y met depuis Saint-Étienne. Au niveau de la superficie, c'est 80 km², donc il y a de quoi faire. Et au niveau écologie, moi je vais faire justement une petite introduction, puisque la semaine dernière, le samedi dernier, il y a eu la circulation alternée, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. Alors c'est une première pour Saint-Étienne, justement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, en allant par exemple sur Lyon pour me rendre à un entretien, il y a déjà de la pollution. Bon, c'est connu à Lyon, hein, mais tout à fait, donc, ouais. Je pense que la pollution, je me rappelle d'un homme politique qui disait la pollution, enfin c'était à l'époque de Tchernobyl, s'arrête à la frontière, mais non, donc du coup ça ne s'arrête pas à la frontière, et je pense qu'avec les vents, la pollution s'est déjà décalée vers Saint-Étienne, et puis ensuite la circulation qui est toujours de plus en plus dense, puisque l'autoroute à chaque fois, pour aller à Lyon, ou pour de Lyon à Saint-Étienne, c'est toujours des embouteillages, donc forcément, et puis suite aux grèves, les gens ont utilisé de plus en plus leurs véhicules, donc la pollution se fait de plus en plus, quoi. Et sans compter aussi le nombre incalculable de polluants qui viennent du Puy et qui vont jusqu'à Lyon et un peu plus loin. Et donc c'est une autoroute qui est de plus en plus saturée en fait. Suivant la direction des vents, tu vois, il y a des personnes qui ne polluent pas du tout, qui se retrouvent très polluées, quoi. Notamment quand tu es à l'est des villes. Tu vois, les villes sont construites en général, tu vois, à Paris par exemple, les quartiers bourgeois sont situés du côté des vents et les quartiers populaires sont situés là où on reçoit le vent, tu vois. En général, c'est comme ça. Même là, il y a de la discrimination. Et à Saint-Étienne, on est un petit peu préservé de la pollution, un peu plus qu'à Lyon. C'est pas qu'on pollue moins, hein. On utilise tout autant nos bagnoles. Mais à Saint-Étienne, vu la situation montagneuse, il y a un petit peu plus d'aspiration d'air, etc. C'est pour ça qu'on est en général épargné, mais ça suffit pas, tu vois. Ça nous arrive aussi, circulation alternée, qui n'est pas forcément la meilleure des solutions, hein, parce que le mieux, ça serait de circuler à être plus nombreux par voiture, par exemple. Éviter de circuler seul dans une tonne de ferraille, c'est quand même dommage. Alors on l'avait évoqué justement la dernière fois, les possibilités, par exemple augmenter les fréquences du TER entre Saint-Étienne et Lyon, qui pourrait aussi être une possibilité renforcée, puisque maintenant les technologies, l'électronique embarquée permet justement de réguler les trains et de faire circuler plus de trains, puisque les protocoles existent pour les métros par exemple. Donc développer le covoiturage, les voitures électriques, les transports en commun aussi comme les trolleybus. Donc il y a plein de technologies différentes et qui peuvent justement compenser ces pics de pollution, puisque là aujourd'hui c'est un peu alarmant de se retrouver à Saint-Étienne avec une circulation alternée. Ouais, mais le covoiturage, c'est pas du tout un gadget, hein. Le covoiturage mené à fond, si tu multiplies par 2 le nombre de personnes dans une voiture, automatiquement tu diminues carrément les problèmes de bouchons et de pollution. Et puis à Saint-Étienne, il n'y a pas beaucoup, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de parking covoitureurs. On va par exemple du côté de Dijon, il y a pas mal de parkings de covoitureurs qui existent, et donc ça serait à développer avec Saint-Étienne Métropole. Puisque quand on parle aussi d'élections municipales, on parle aussi d'élections, alors c'est pas directement par les électeurs, quoique maintenant s'il y a des conseillers communautaires, c'est au niveau aussi de la métropole qu'on peut aussi améliorer la situation au niveau écologique. Voilà.
Niveau écologie, pardon. Est-ce que vous avez imaginé justement des initiatives, des actions à mener si la liste Synthèse citoyenne venait à obtenir des sièges en certain nombre et d'avoir une certaine majorité au sein de la municipalité? Tu sais, c'est une banalité de dire que l'écologie, c'est une nécessité vitale. Bon, tout le monde le dit maintenant. Enfin, dans les années 80, personne ne le disait. Hein. Je me souviens que, tu vois, tout le monde dit c'est une banalité de dire que c'est une nécessité, l'écologie. Mais nous, ce qu'on voudrait bien, c'est que ça ne soit pas simplement des mots, mais une réalité. De l'écologie, oui, mais au niveau du quotidien, au niveau des quartiers, c'est là qu'il faut mettre les choses en place. Il ne s'agit pas, par exemple, de mettre une recyclerie ou une ressourcerie pour la ville. Ça n'a pas de pertinence. Il faut que ça arrive jusqu'aux personnes, donc il faut que ça soit par quartier. Il faut vraiment qu'on mette en place des choses qui soient accessibles en réalité. Et en utilisant la règle des 4 R. Vous connaissez la règle des 4 R? Tu connais? Non? Non, mais... Non? Sandrine, la règle des 4 R? Recycler? Ouais, recycler c'en est un, mais c'est le moins intéressant finalement. Parce que recycler, ça veut dire tu retransformes la matière, etc. Donc ça demande de l'énergie, etc. C'est pas forcément, c'est intéressant, hein, mais il y a d'autres choses qu'on peut faire avant. Réutiliser. Réutiliser, c'est le deuxième. Voilà. Ça, c'est vraiment hyper important. Il y a réduire aussi. Le premier, c'est réduire. Réduire nos déchets, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on utilise autant d'emballage, etc. Réutiliser les matériaux, réparer les matériaux, c'est le troisième, et enfin recycler au cas où on n'est pas réussi à faire tout ça. Voilà, c'est la dernière solution, la moins pire, recycler. Voilà. Alors bon, évidemment, ça a l'air sympa comme ça, mais en fait, c'est pas tellement développé. Pourquoi c'est pas développé? Parce que d'un autre côté, on va installer une recyclerie ou une ressourcerie à Saint-Étienne, une seule, bon, c'est pas beaucoup. Et d'un autre côté, on va inciter les gens à consommer sans arrêt, à coup de publicité. Donc il y a une immense contradiction dans la politique actuelle, c'est de parler d'écologie, parce que c'est bien obligatoire. Celui qui contrarie Greta Thunberg, il perd 10% déjà, donc ils vont pas le faire. Alors, et on est quand même très 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 poussé par la consommation. Voilà. Alors ceux qu'on voit à travers des reportages à la télévision, ils font quand même des efforts. Ils ont aussi les moyens de le faire. Parce que il y a la proximité, puisque là aussi on parle de proximité. Bien souvent, si on veut faire de l'écologie dans les quartiers excentrés, dans les quartiers dits difficiles ou populaires, très populaires, les gens ils prennent pas trop l'habitude justement du recyclage, du triage. Et les commerces de proximité en général c'est des super markets, et ils sont pas axés du discount. Voilà, c'est ça, et ils sont pas habitués encore aujourd'hui à faire du vrac, et c'est le vrac justement qui peut déjà apporter beaucoup pour la diminution des déchets. Mais tu sais, la transition écologique, elle ne peut pas se faire sans transition citoyenne. Dans ces grands espaces dont tu parles, là, hein, les cités, tout ça. Moi, je viens d'une cité. Quand j'étais petit, je vivais à Mogara. Et il faut qu'il y ait du collectif. Si on met des gens ensemble, il faut qu'il y ait un projet collectif qui aille avec. On ne peut pas vivre les uns à côté des autres sans projet collectif. Et donc, par exemple, pour faire du recyclage, pour faire du compostage aussi, des choses comme ça, tu vas pas le faire dans ton appartement, ou alors de façon très limitée. Il faut avoir la place qui puisse de le faire, puisque moi, quand je vais de temps en temps chez Ikea, que je vois qu'ils font des grosses promos sur les poubelles de recyclage, il y en a 4. Il faut quand même avoir de la place chez soi, quoi. Et ça demande quand même de l'organisation et de la logistique. Voilà. Mais quand les gens sont mis ensemble, parce qu'ils sont mis ensemble en fait, ils n'ont pas choisi à la limite d'être ensemble. Oui. Quand ils sont mis ensemble comme ça, ce qui manque c'est un projet collectif. Puis il faut le faire ensemble. Il y a un lieu de rencontre. Et ça coûte rien de après. Et commencer justement par les enfants, parce que les enfants peuvent aussi éduquer les parents. Nettement, l'apprentissage à l'école, justement expliquer ce que c'est le tri. Faire un apprentissage justement au tri, et chez eux ils peuvent répéter les gestes en disant maman, papa, non, il faut mettre ça. Je l'ai déjà vu aussi sur des reportages où il y a les enfants qui réprimandent un peu leurs parents par rapport à se tout jeter, à cette surconsommation. Et moi je vais prendre mon exemple, puisque je sors quand même une poubelle par semaine, donc rien que pour moi, c'est du 50 litres, c'est quand même pas mal, ça fait pas mal. Donc si on peut déjà économiser la moitié, moi j'aimerais bien, mais j'essaie de rechercher. À côté, il y a un Carrefour Market
il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, quand on est habitué en plus à des produits du quotidien, on voit aussi que les industriels font pas beaucoup d'efforts par rapport à ça. Non, emballage sur emballage, etc. C'est ça. Et toi. des fois, on s'est même rendu compte avec Denia, une de nos intervenantes, puisque souvent, nous, on commande le matériel audio et vidéo via Amazon. Des fois, on a des... Publicité. Ouais, bah oui, mais bon, mais c'est pratique pour nous parce qu'on a du 4 fois sans frais et comme droit citoyen est financé par notre propre fonds, bah, ça nous aide financièrement. Ouais, donc ça a une utilité, mais des fois on voit que les colissages, mais c'est tout et n'importe quoi. En fait, on reçoit des gros colis, des gros cartons et dedans ils remplissent avec du vide. Oui, non, mais Voilà. c'est clair. Et des fois, on a du sur-carton, mais des fois, on a des trucs de fou. On devrait prendre des photos. Ah, mais C'est tout ça se paye. Et puis c'est un lobbying des multinationales, faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les entreprises privées qui se chargent de l'environnement, on voulait en venir avec Santé la citoyenne. Nous voulons un retour, par exemple, directement en régie publique. Mais moi, j'ai déjà vu des trucs, des choses hallucinantes. J'ai déjà vu des entreprises, pour ne pas les citer, par exemple Nestlé, à des proximités avec la multinationale Suez. Nestlé fait quand même beaucoup de plastique, bouteilles d'eau plastique, alors que on peut utiliser le verre. La consigne de verre, moi j'habitais pas loin de la Belgique, j'habitais dans le nord à l'époque, la consigne de verre est de mise. Il est très énervé, Loïc. La consigne de verre est de mise parce que... Non, mais ce qui moi j'ai connu ça aussi quand j'étais gamin, les consignes, on ramenait les bouteilles aux commerçants. Ouais, mais tout ça fait... Il y en a qui le font encore. Hein. Et moi, je me souviens quand j'ai travaillé chez Auchan pendant pas mal d'années à Nancy, et on avait une chaîne justement de recyclage, puisque les gens apportaient leurs bouteilles, et ils avaient un ticket de réduction qui était la consigne sur bouteille, et puis ils allaient les déduire de leur achat. Et après, on a dû démonter cette chaîne, parce qu'il y a quand même une manipulation derrière, et maintenant, on est en train de remettre en place ces chaînes. Mais c'est un truc de fou. C'est comme si dans certaines villes, je reprends l'exemple de Nancy, où on a arrêté les trolleybus. Et puis ils commencent à se dire, ah bah merde, tiens, pourquoi pas, bah oui, l'écologie et tout ça, mais on se demande où est-ce qu'ils vont les gens, enfin ceux qui décident à notre place, quoi. Parce qu'à l'époque, ça marchait très bien, en fait. Pourquoi ils ont démonté ça, en fait? Ils ont la proximité, certains élus ont eu des fonctions au sein de ces multinationales, énormément, donc... Forcément, il y a du lobbying, il y a le lobbying citoyen qui existe, mais le lobbying citoyen aujourd'hui, il est plus faible que le lobbying des multinationales. Et les multinationales sont partout, ils sont même dans la proximité. Voilà. Il y a un problème de propriété, tu vois. Parce qu'on est habitué à la propriété privée. Ça, c'est à moi. J'en fais ce que j'en veux. Je le casse même si je veux, tu vois. C'est à moi. Et puis, la propriété publique, qui est un truc de l'État, mais à la limite, c'est à tout le monde, mais en fait, c'est à personne. C'est un peu théorique, tout ça, tu vois. Et il faut mettre en place des formes de propriété différentes. La planète, par exemple, ça peut être ni à l'État, ni à moi. En théorie. En théorie, a priori, c'est à tout le monde, tu vois. La planète, voire c'est à mes enfants, tu vois, à mes petits-enfants. Donc il y a des choses à travailler avec le commun. Comment on gère le commun ensemble. Et par exemple, le droit d'usage. Tu vois, par exemple, l'eau. On va revenir encore à l'eau, c'est dingue. Oui, l'eau. Ça fait la troisième mission qu'on... 3 jours sans boire. Tout à fait, ouais. Donc c'est la Suez qui est derrière, c'est ça, Saint-Etienne? Alors Suez, faut savoir que c'est quand même un montage assez complexe. Au départ, c'était la Stéphanoise des Eaux. La Stéphanoise des Eaux était au départ une régie publique. Et maintenant, Suez a investi donc la Stéphanoise des Eaux. Donc maintenant, c'est Suez qui s'est approprié le nom de Stéphanoise des Eaux, parce qu'un nom, on peut l'acheter, malheureusement. Là aussi, problème de propriété. Donc voilà, donc pourquoi on parle de l'eau? Parce que c'est le résultat le plus flagrant. Moi, toutes les bouteilles de Nestlé, Danone, là j'ai vu l'autre coup sur une bouteille de Badois, qui est quand même produite à Saint-Galmier. C'est Danone, c'est un groupe Danone. C'est le groupe Danone, quoi. On a aussi une perte aussi un peu du local, parce que Danone est quand même un groupe, c'est une multinationale, donc on perd de la proximité. Et en plus, ça éloigne les gens, parce que Badois, on est fiers d'avoir quand même Badois sur son territoire. Et en plus, Badois, les gens qui habitent près de la source, c'est quand même une richesse qu'on a au cœur. Alors je parle de Saint-Galmier, mais on devrait plus parler de Saint-Etienne, c'est sûr. Mais c'est un exemple, par exemple, flagrant. Et parce que les quartiers, les villes perdent de leur souveraineté. Moi, j'ai entendu que les grands groupes comme Danone, Nestlé, exploiter des sources gratuitement et revendre l'eau. C'est vrai? Il y a une revente d'eau. Donc ils revendent l'eau qu'ils obtiennent gratuitement. Qu'ils obtiennent gratuitement, puisque c'est la nature qui l'offre.
Bah, on est bien d'accord, ça Voilà. appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas privatiser. On ne peut pas privatiser des choses qui sont indispensables à la vie. Ça C'est pas appartient, possible. ça appartient à l'humain, aux animaux, à la végétation. Tous les êtres vivants ont le droit d'avoir de l'eau, Donc c'est quoi. qu'à un moment donné, les grands de ce monde qui ont été nos ministres, ils ont pris la décision de donner des accords pour leur permettre d'exploiter justement ces sources pour pouvoir faire du business sur un bien qui est commun. Tu veux qu'on refasse un peu d'histoire, hein? Bah ouais. Juste 5 minutes. Tu vois, en 1945, il y a eu c'était la fin de la guerre. Et il y avait un Conseil national de la résistance. Puis là, c'était sérieux, hein. À cette époque-là, les résistants, ils ont fait un programme, hein, tu vois, qui s'appelait... comment s'appelait le programme du Conseil national de la résistance. Donc le CNR, ils avaient un programme assez large, hein, puisqu'il y a la Oui, sécurité ils ont sociale, créé il y a en pas fait mal de- ils ont créé toutes les choses communes qu'on a, tu vois, toute la sécurité, etc. qu'on a sociale, etc. Tout ce qu'on a à l'heure actuelle. Et ils étaient en capacité de négocier vu que ils avaient le pouvoir. Donc le Conseil national de la résistance qui avait le pouvoir à cette époque-là et les grands patrons, les multinationales de cette époque-là, vu qu'elles avaient collaboré un petit peu avec les nazis, elles ne la ramenaient pas, tu vois. Et alors il a pu se mettre en place toutes sortes de choses, un contrat social très fort entre la République et le peuple. Alors, oui, on peut toujours dire que ce contrat, il t'imposait d'aller faire la guerre en Algérie ou en Indochine, etc. C'était pas parfait du tout, hein, mais il y avait un contrat. Il y avait quand même un contrat. Et petit à petit, ce contrat, il a été rongé par les intérêts privés. Et petit à petit, les multinationales ont supprimé tous ces droits qui avaient été acquis. Et on est actuellement en train de supprimer les retraites. Tu vois, on est en train de détricoter tout ce qui a été fait à cette époque-là. Et alors, Ça, c'est un gros problème parce que du coup, comme il n'y a plus de contrat social, c'est ça. Et ça fait un peu peur. Alors, moi, j'écoute C'est beaucoup un peu les remarques des gens, puisqu'on est quand même pas mal sur les manifs, notamment avec les retraites. Il y a des gens qui nous parlent du Frexit. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Il y a des gens qui nous parlent aussi de la nationalisation, le retour à la nationalisation. Donc, ça fait peur parce que il y a des gens qui pensent que le communisme, c'est une forme de communisme, mais c'est pas du communisme pur et dur que moi j'ai pu connaître quand j'étais jeune, puisque j'ai fréquenté quand même la ex-RDA quand j'étais jeune. Donc, c'est pas ça. Mais simplement, c'est que les gens, ils ont besoin justement de retrouver des symboles de souveraineté. Et que si on a tendance toujours à déléguer ou à sous-traiter ce qui nous appartient, puisque ça nous appartient, et que d'autres se l'approprient à notre place, il y a un problème. Donc si on ouvre les vannes d'eau aux capitalistes, comme je dis, je suis pas du tout anticapitaliste, mais on pourrait régler certaines choses si on reprenait ce qui est naturel en fait, puisque nul ne peut s'approprier quelque chose qui est un bien naturel. Et ça, pour toutes les sources qui coulent à travers la France, il faudrait revoir au schéma national s'il y a possibilité de reprendre en charge justement la gestion de l'eau, les sources, et que c'est une richesse en fait. c'est une richesse et ça appartient, puisqu'elle s'en va ensuite, elle part, etc. Elle appartient à beaucoup de personnes. C'est ça. Mais en même temps, elle appartient aussi avant tout à ceux qui vont en avoir besoin. Parce que le jour où il n'y aura plus Tu d'eau, vois, c'est fini pour c'est tout le monde en ça fait. Là aussi, il faut prendre conscience qu'avec le réchauffement climatique et tout ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui manquent d'eau pour leur culture. Donc ça veut dire que si les paysans ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas nous nourrir. Et s'il n'y a plus d'eau, on ne peut plus boire, donc on ne peut plus vivre. Et là, tu nous amènes sur une autre question qui est l'alimentation et l'agriculture. C'est ça. Et ça fait partie de l'écologie aussi. C'est comment on va se nourrir, quoi. Et là, pour l'instant, comment on se nourrit à Saint-Étienne ? Eh bien, à 1,5%, quelque chose comme ça, de nourriture qu'on produit localement. Et à 5-6% de produits qui sont dans des circuits courts autour de Saint-Étienne. Seulement. Tout le reste vient d'ailleurs. Parfois de très loin. Donc au niveau de l'alimentation, on n'a aucune autonomie. Or, tout le système de l'agriculture et tout le système du transport tient sur le fait que pour l'instant, il reste du pétrole et qu'il est cher quand tu fais le plein, mais encore pas assez cher pour que les camions ne viennent pas d'Espagne, quoi, tu vois. Mais imagine un monde où le pétrole aurait cessé d'exister, ce qui est possible d'ici quelques temps. Où il serait trop cher, trop rare, c'est toute l'agriculture
qui s'écroule, parce que les fraises sont chauffées dans des serres, etc. Tout ça, le transport et tout ça, c'est du pétrole. C'est toute l'agriculture qui s'écroule, et c'est donc notre alimentation. Donc il serait important, si on était conséquent au niveau d'une municipalité, de travailler sur cette autonomie alimentaire. Et c'est ce que nous, on va proposer dans notre liste, en créant une véritable filière agroalimentaire locale, avec un label local, garantissant la qualité bio des produits et la qualité locale des produits, avec des agriculteurs qu'on va aider à s'installer, parce que les agriculteurs en ce moment ils s'en installent pas, au contraire, hein, ils en disparaissent tous les jours. Donc on va aider les agriculteurs à s'installer, on va aider les distributeurs à faire la distribution des produits en circuit court, et on va aider les transformateurs aussi à transformer tout ça, avec l'aide bien sûr des cantines scolaires et tout ça, dans lequel en plus on peut faire du... On peut travailler avec des lycées agricoles, des MFR, maisons familiales rurales. Il faut savoir que Saint-Étienne, aux alentours quand même, on a des campagnes. Donc, oui, on l'avait évoqué dernièrement. On a une belle agriculture autour de nous, simplement elle est un peu trop spécialisée dans le lait, quoi. Et dans la viande bovine. Voilà. Donc on peut adapter et essayer justement de réapprendre avec les circuits courts, justement de limiter les transports, les va-et-vient des camions. Donc ça ne veut pas dire qu'on va vivre en forme d'autarcie, c'est que c'est limité justement. Non, on va juste s'assumer un petit peu plus, quoi. Oui, parce qu'il faut vraiment penser, parce qu'aujourd'hui les villes ce sont des grands ensembles et qu'il faut quand même nourrir toutes ces personnes, et qui, si demain on le voit aujourd'hui avec le virus du coronavirus, comme en Chine où on met les gens en quarantaine, il faut pouvoir survivre dans ces moments-là. Et si demain il arriverait quoi que ce soit au niveau international, au niveau mondial, on parle du pétrole, mais imaginons que demain il n'y a plus de distribution de pétrole, même si on dit qu'il y a assez de réserves pour tenir 30 mois, les gens en général ils attendent pas 3 mois, quoi. Ils ont peur, et quand ils ont peur, ils vident les magasins, ils font des provisions. Sauf qu'après, je veux dire, au niveau industriel, quand il n'y a plus rien qui arrive, il n'y a plus rien. Les magasins ne sont pas alimentés, donc il n'y a plus rien en fait. Tout à fait. On ne tiendra pas un mois. Moi, je me vois mal. Aujourd'hui, on est tellement habitué. Si tous les circuits étaient bloqués, on ne tiendra pas un mois. C'est ça. Voilà. Parce qu'on est tellement habitué aux conserves, aux surgelés et tout ça. Demain, panne d'électricité, les gens justement avec les intempéries qui hélas restent pendant plusieurs jours plongés dans le noir, où il y a les frigos qui tombent en panne et les produits surgelés qui sont périmés, les magasins aussi qui ont des tes souhaits, je sais pas. Tes souhaits. On est en direct. Hein. Les frigos, justement, dans les magasins, il y a les vitrines réfrigérées, il y a les vitrines négatives et positives. Donc tout ça, je veux dire, c'est de la perte. Et est-ce qu'il y a des plans de secours, justement, qui prévoient ça ? Alors justement, tu parlais à l'instant et tu nous interroges très très bien là-dessus. Alors je vais peut-être pas répondre directement à ta question, hein, on se partage un peu la parole aussi. Et donc peut-être Philippe te répondra par rapport à ça. Mais sur les conserves et les plats surgelés, déjà, bon, ça vient de loin. Donc ça use du pétrole, mais pas que. Il y a aussi... alors c'est pas une vocation communale à tout prix, mais récemment, monsieur le maire, monsieur Perdriau avait parlé du plan cancer. Parce que quand on parle d'écologie, on parle aussi de santé. Hein, tu disais par rapport au coronavirus en Chine. Et ben, nous, c'est aussi une lutte contre les perturbateurs endocriniens. Et donc, du coup, dans Nous, Synthé la citoyenne, c'est développer, comme j'ai dit, les circuits courts. Et dans les circuits courts, alors peut-être qu'il y aura du perturbateur endocrinien, je ne sais pas, par rapport aux retombées, tout ça, parce qu'il y a toujours les phénomènes climatiques et météorologiques. Mais en tous les cas, ça réduirait aussi le nombre de perturbateurs endocriniens, enfin, considérablement. Hein, donc, on éviterait les conserves et les surgelés, quoi, par ce biais-là de filières locales et courtes. Sur un circuit court, on peut très bien travailler en bio. Hein. C'est beaucoup plus simple. Quand le débouché est assuré, l'agriculteur n'a pas de problème. Techniquement, il faut qu'il travaille un petit peu, d'accord, mais il n'a pas de problème à se reconvertir en agriculture biologique quand il a le débouché derrière. Hein, voilà. Et si la ville et les habitants de Saint-Étienne décident de consommer local, à partir de ce moment-là, et qui va refuser de consommer local si ça arrive à un tarif correct ? Et donc ça passe aussi par la municipalité, justement, faire en sorte qu'il y ait des engagements avec les écoles, les cantines, et faire comprendre aux jeunes, dès maintenant,
prendre conscience que justement les circuits courts sont une solution d'avenir. Oui, les grandes surfaces ont échoué, là, toutes ces chaînes ont échoué à nourrir la population de manière saine. Il y a suffisamment de scandales pour le prouver. Donc, c'est à la municipalité de reprendre les cartes en main. Voilà. Et puisque personne ne le fait, il faut vraiment. Alors, bon, il y a plein de choses du coup qui en découlent. Comme par exemple, ne pas construire, ne pas bitumer la ville, évidemment, de laisser des surfaces pour pouvoir cultiver et pas de continuer à mettre du bitume et du béton partout. Hein, parce que ça, du coup, les surfaces agricoles se réduisent en France chaque jour. Ça, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Et ça, une municipalité, elle a de l'influence là-dessus. Bon, on fait une petite pause musicale et on va continuer juste après. Qu'est-ce qu'on va voir comme musique ? C'est ce que tu m'as donné tout à l'heure, ce que tu m'as envoyé, ça te présenter. C'était une fausse question. Ah bah. une super chanson de notre ami Atman Damani qui s'appelle Synthé la citoyenne. Synthé la citoyenne. Allez synthé, allez synthé, allez Saint-Étienne. Allez synthé, synthé la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne. Synthé la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne. Notre Saint-Étienne. De ses crassiers, elle a enfanté une idée d'humanité, solidarité, générosité. À Saint-Étienne, la finance n'a rien respecté, elle n'a fait que profiter, elle s'est bien gabée. À Saint-Étienne, tout ça nous avons hérité, de tout ça nous avons mérité de reprendre notre Saint-Étienne. Retrouver notre citoyenneté et gérer notre cité pour mieux vivre. À Saint-Étienne, elle est tienne, elle est mienne. Synthé la citoyenne, elle est tienne, elle est mienne. Notre Saint-Étienne, à nos idées pour votre quartier, à vos idées pour Saint-Étienne, pour plus d'écologie, moins de gâchis, pour plus d'intelligence, pour moins d'indifférence. À vos idées pour notre quartier, à vos idées pour Saint-Étienne. Oh, 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 Synthé, allez synthé, allez Saint-Étienne. Allez synthé, allez synthé, synthé la citoyenne. Allez synthé, allez synthé, allez Saint-Étienne. Allez synthé, synthé la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne. Synthé la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne. Notre Saint-Étienne. Elle est tienne, elle est mienne. Synthé la citoyenne. Elle est tienne, elle est mienne, notre Saint-Étienne. Oh, 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 Vote ta France.
la première émission où l'on parle de politique citoyenne par des citoyens et des citoyennes. Municipales, départementales, régionales, Droits Citoyens s'engage à vos côtés pour proposer des débats et des échanges sur de vraies questions de société. Vote ta France, une émission animée par Vincent Bach sur Droits Citoyens, le média libre et citoyen. De retour sur Droits Citoyens, nous sommes en direct, nous sommes le jeudi 30 janvier, il est 21h08. On va reprendre justement le sujet sur lequel on était juste avant de couper l'émission par rapport à l'écologie, les circuits courts, les engagements des municipalités justement sur la formation, sur le fait est que les jeunes d'aujourd'hui sont la génération de demain et que c'est maintenant qu'il faut s'occuper justement du changement des mentalités, non pas forcément de le faire par le haut, c'est-à-dire commencer directement par nous, mais faire prendre conscience justement à ces jeunes qu'il faut se préoccuper justement de leur avenir et d'éduquer aussi leurs parents par rapport à ça. Oui, parce que parfois c'est eux qui sont plus éduqués que les parents, non ? C'est ça. Ouais. Et parfois c'est eux qui nous disent, qui nous font remarquer que nous on a fait quelques bêtises dans. Tu vois, on est un peu responsable quand même de ce qui se passe jusqu'à présent. Enfin bon, voilà quoi. Bon, je pense qu'il y en a quand même qui ont pas mal bougé quand même dans les anciens, mais à l'heure actuelle, tu regardes au niveau concret l'été dernier. Dès le mois de juin, on a eu la canicule. La canicule au mois de juin, c'est pas bien courant. Hein. Est-ce que la ville elle est adaptée à ça ? Pas du tout. Mais pas du tout. On continue à faire du béton et du goudron noir. Hein, alors qu'on pourrait prendre d'autres couleurs qui sont moins chauffantes, du béton noir partout. Et on coupe des arbres comme au Square Violette, là récemment, c'était où ? C'était tout rasé. Je sais plus, j'ai perdu l'article entre-temps. Ouais. Mais en tout cas, c'était très contesté. Donc voilà. Donc quand tu as un arbre, c'est un véritable climatiseur. Hein. Un arbre, c'est une moyenne, mais ça remplace 50 climatiseurs, quoi. Tu vois, un bel arbre, hein, tu vois. Et donc c'est vraiment important, pas que pour ça, hein, mais pour des tas d'autres raisons. Mais c'est vraiment important, par exemple pour la canicule, de planter des arbres en ville. Et de faire de l'ombrage un peu partout. Ça change vraiment totalement la chaleur, quoi, dans les maisons. Plutôt que de mettre des clims partout, c'est ce qu'on va être obligé de faire, qui consomment énormément. Si on arrivait à... Au lieu de faire des tours réfrigérés, comme ils font pour les chauffages centraux, municipaux, parce qu'il y a beaucoup de villes qui desservent des immeubles avec du chauffage de ville. Ils pourraient exactement faire la même chose avec des tours réfrigérés qui éviteraient justement, qui pourraient réutiliser les canalisations des chauffages municipaux et de réinjecter justement du froid en été plutôt que de multiplier les clims. Les clims, ça consomme énormément. Hein. Ouais. Et puis d'ailleurs, tu parlais de tours réfrigérés. Moi, pas loin de chez moi, donc moi j'habite le quartier de Château-Creux. Dernièrement, on nous a pondu, non, parce que c'est un projet qui s'est fait sur plus longue haleine de la part de la municipalité, c'est de créer une tour écologique. Sauf qu'elle ne sera pas écologique du tout, puisque le collectif de locataires qui s'oppose à la construction de cette tour écologique, ça va empirer, quoi. Ça va empirer la consommation de l'énergie, puisque les gens qui vont être... cette tour, alors c'est au niveau de la taverne de Maître Canter, juste devant la gare de Château-Creux, il y a la taverne de Maître Canter, ils ont abattu un bâtiment et ils vont créer cette tour écologique qui va surplomber, qui va dépasser un autre bâtiment où il y a des locataires qui habitent dedans. Donc en fait, ils vont créer une énorme tour, ça va créer de l'obscurité. Alors il y a du béton, tout ça déjà, et ça va créer de l'obscurité, et donc les gens ils vont devoir allumer la lumière la journée, parce qu'ils verront plus clair. C'est le cas de le dire, parce que s'il y a la tour qui monte, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus... Mais ça va aussi créer de l'ombre. Ça va créer si elle est grande, ça va créer... Mais de l'ombre avec du béton, l'été, c'est pas très efficace, quoi. Nous avons vu, là, cet été, il faisait très chaud. Moi-même, quand je travaillais en gare, j'étais dans de l'ombre, j'avais autant chaud que si j'étais au soleil, quoi. C'était la même chose, enfin, la canicule. Là, l'ombre ne fait quasiment plus rien, quoi. Enfin... Ça, oui, c'est sûr, ça rafraîchit toujours un petit peu, mais ça change pas grand-chose. Et donc là, consommer plus d'électricité, on réchauffe la planète aussi, quoi. Oui. Et puis il y a une crainte aussi du blackout au niveau électricité, parce que ça revient maintenant chaque année. Là, ils s'inquiètent. Alors, ils s'inquiètent aussi en hiver, parce que les hivers sont un peu plus froids. Ils sont pas forcément plus longs, mais les canicules sont des pics de consommation.
Et donc, tout ça, ça contribue aussi à l'effet de serre, la pollution, pardon. Donc, ça inquiète. Donc, au lieu de faire une tour, il vaudrait mieux revégétaliser en bas de son quartier avec un collectif d'habitants. Et c'est les habitants, avec une coopération, de retravailler en bas de son quartier, en bas de son habitation, de faire des jardins partagés, des parcs familiaux, au lieu de faire une grosse tour. Donc de l'écologie citoyenne. De l'écologie citoyenne, ça crée de la convivialité, ça crée de la biodiversité. Vous voyez, il y a plein de petits insectes, etc., des oiseaux ceux qui viennent là-dedans. Et ça crée aussi, au niveau de la canicule, c'est hyper intéressant, au niveau de l'ombrage, etc. Oui, alors juste derrière, il y a une petite contre-allée qui traverse tout un pâté de maisons. Je peux vous assurer qu'en été, quand on passe là, on est heureux. Il n'y a que cette partie-là où il y a des arbres de part et d'autre, puisque c'est piéton. Et là, franchement, c'est un bonheur. On ressent la différence. Quand il fait 35 degrés, on passe là, je veux dire, il doit faire 29 degrés. Les 6 degrés, c'est très agréable, en fait. Et il faut rappeler aussi que la surconsommation des climatisations en été, parce que les gens, ils exagèrent un petit peu aussi, ils y vont jusqu'à 19 degrés, alors qu'il faut compenser la différence entre la température extérieure et la température des habitations, des immeubles, des commerces et aussi dans les voitures. Il ne faut pas dépasser 3-4 degrés de différence, parce que déjà, c'est pas bien pour soi, parce qu'on peut tomber malade, et puis ça sert à rien de frigorifier tout, en fait. Ce qu'il faut, c'est essayer d'amener des températures qui soient plus acceptables et non pas forcément descendre à des basses températures et qui surconsomment, qui puissent. C'est-à-dire qu'avec une clim, tu as des changements de température qui sont tellement considérables que du coup, tu attrapes un rhume à tous les coups. Et puis en plus, c'est pas vraiment très sain, surtout ce qu'elles rejettent, les clims, à l'extérieur. Il y a des solutions. Pour les gens qui sont dans le bâtiment, ils vont prendre froid, mais pour les gens qui sont à l'extérieur, la clim, elle peut rejeter des choses qui ne sont pas du tout sympathiques, au niveau bactérique, etc. Tout ça. Au niveau de l'écologie, est-ce que vous avez comparé justement par rapport à ce qui avait été annoncé quand le maire sortant est arrivé à la municipalité? Est-ce qu'il s'était engagé sur certaines choses et est-ce qu'il a tenu parole justement par rapport à ses engagements? Il s'est engagé sur des choses en matière d'écologie à l'époque, en 2014, tu crois ça? Moi, j'en ai pas vraiment souvenir. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que pour l'instant, il n'y a rien de fait en matière d'écologie à Saint-Étienne, en tout cas qui soit à la hauteur du défi qui nous est imposé, quoi. La transition écologique, c'est aussi une transition citoyenne. C'est un changement de société qui doit s'opérer. C'est certainement pas avec des représentants de l'ancien monde du XXe siècle comme Gaël Perdriau qu'on va réussir ça. Et puis c'est des grands coups de communication. Moi je dis que c'est bien de faire la fête des plantes, mais il faut aussi du concret au quotidien dans les quartiers. Alors on va me dire, oui, on pourrait dire la municipalité accompagne des projets locaux, les accorderies, etc. Oui, très, très bien, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut comment dire, il faut accentuer, surtout dans les quartiers. Alors la communication, c'est bien, mais il faut aussi être concret. Alors on me dira, il y a des labels, la Fondation par exemple, 30 millions d'amis, ils l'ont. Sauf que aujourd'hui, si on parle par exemple des animaux, la Fondation 30 millions d'amis, c'est bien, c'est un super label. Mais il faut aussi, par exemple, je sais que dans le code rural, par exemple, alors il y a beaucoup qui me diront, oui, mais le code rural, c'est dans les communes rurales. Non, le code rural, c'est aussi appliqué dans les maires de villes urbaines. C'est accompagner, même garantir un service de stérilisation des chats errants. Alors un service public, pourquoi pas, et encore serait-il que ça dépend du coût, mais c'est possible, parce qu'aujourd'hui on subventionne les associations de stérilisation de chats, c'est très bien, mais les associations parfois ils sont à bout de souffle parce que c'est des bénévoles, parce qu'il n'y a pas assez de subventions, ou alors il y en a tout juste, et il faut savoir que la stérilisation des chats errants, ça coûte cher, puisque donc voilà. Alors comment ça pourrait se faire? Une convention avec des vétérinaires, etc., et avec 30 millions d'amis qui seraient derrière aussi, puisque les chats errants, ça a aussi des impacts dans la ville. Ils amènent des maladies aussi qui peuvent être transmises à l'homme. Les pigeons aussi. Alors voilà. Ça faisait polémique justement par rapport aux chats errants. Est-ce qu'il y a des gens qui donnent à manger aux chats?
Il y a des gens qui donnent aussi à manger aux pigeons, et les gens ils n'ont toujours pas compris que les fientes de pigeons étaient corrosifs et étaient dangereuses aussi pour la santé humaine. Alors c'est dangereux pour la santé humaine surtout, mais c'est aussi même dangereux pour l'espèce directement, les pigeons, directement les chats, puisque il y a des chats qui sont malades. Il y a une souffrance animale qui se fait, on parle beaucoup aussi de souffrance animale, de conditions animales, et donc garantir aussi les espèces telles qu'ils sont, parce que le fait de se reproduire, donner à manger, ça entraîne aussi d'autres nuisances, des nuisances aussi dans les rues, la propreté, notamment la propreté dans les rues. Le fait de donner à manger aux pigeons, ça va attirer aussi des rats, et les rats, on sait très bien qu'au niveau santé publique, ce n'est pas top, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Donc, il y a aussi tout un travail de sensibilisation au vivre ensemble, mais aussi au vivant. De qu'est-ce que ça entraîne si je fais ça, un gros devoir de pédagogie. Alors de pédagogie par les pairs, on appelle ça médiation par les pairs. C'est Madame du quartier qui sait que le chat, le pigeon, parfois c'est nuisible. Alors je dis pas de les tuer, non, loin de là, une stérilisation. Voilà. Je ne demande pas à être avec un fusil et de les chasser. Non. Une stérilisation assurée par la collectivité et une sensibilisation faite par les habitants, entre habitants, quoi. Voilà. Alors moi, je me suis déjà un peu pris un peu le bec avec des gens qui donnent à manger aux pigeons. Et j'essaie de leur faire comprendre gentiment que non, il y a des arrêtés préfectoraux, des arrêtés municipaux, et que c'est une amende quand même assez un peu élevée, qui est peut-être pas assez, mais ils prennent pas conscience parce qu'ils sont dans la fleur de l'âge, et que c'est leur petite occupation quotidienne, et puis un peu nombriliste en fait. Ils veulent pas prendre conscience qu'il faut pas. Écoute, si tu veux, ça part d'une bonne intention. Maintenant, il faudrait peut-être discuter avec ces personnes et voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre, d'utile aux animaux, de plus utile aux animaux, parce que là, finalement, ils ne leur rendent pas service, parce que des pigeons bisais, là, des pigeons des villes, il y en a pas mal, quoi. Donc, c'est peut-être pas la peine de les nourrir, ceux-là. Mais il y a plein d'autres espèces d'animaux qui pourraient s'intéresser. Il y a d'autres pigeons, il y a des oiseaux qui ont tendance à disparaître. Tu vois, dans la ville, il faudrait les favoriser, au contraire. Tout à l'heure, Loïc a évoqué justement les rats, la prolifération des rats dans les villes, dans les grandes villes. Et ça inquiète aussi. Et si tu veux, en plus à Saint-Étienne, avec tous les rez-de-chaussée qui sont vides, du fait de l'absence de commerce, ça favorise la population des rats qui remontent des sous-sols et qui s'installent tranquillement dans nos commerces vides, même en plein centre-ville. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on en a beaucoup. Et puis les encombrants aussi qui se retrouvent dehors. Moi, j'habite la rue Ferdinand à Saint-Étienne. Il y a énormément de dépôts sauvages d'encombrants. Si on remettrait aussi un service public qui ramasserait des encombrants quand on les appelle. Et puis avec des... Comment ça fonctionne le service des encombrants ? Parce que ça m'intéresse aussi personnellement. Moi, j'ai jamais compris. J'ai beau chercher aussi les infos sur les déchetteries. C'est hyper compliqué et on n'arrive pas à s'y retrouver. Pourtant, il y en a une qui est pas très loin, qui s'appelle la décharge du Soleil, qui est pas du tout... Alors, la déchetterie, tu veux dire ? La décharge, pardon. Attention, au niveau juridique... La déchetterie, c'est bien, Loïc, il est bien sur le sujet de l'écologie, c'est bien de me reprendre. Donc, cette déchetterie du Soleil, par exemple, elle n'est pas au Soleil. Moi, pour moi, elle n'est pas au soleil. Oui, il y a un problème de distance, ce que tu veux dire, entre chez toi et la distance. On parlait tout à l'heure des véhicules. Et puis la dénomination du lieu qui n'est pas cohérent, parce que l'emplacement, il est dans une zone industrielle. Sa déchetterie n'est pas au quartier du Soleil. Non, c'est quoi là-bas ? C'est Neckern, Méon ? Ouais, c'est Neckern. C'est Neckern. Et quand on recherche déchetterie Saint-Étienne, on est renvoyé sur celle de Villars ou de Saint-Chamond, je sais pas où en fait. Il y a une incohérence. Mais il faut vraiment des petites structures de proximité aussi pour ça. Tu vois, des recycleries. Il y a des villes qui sont très bien organisées par rapport justement à la ramasse des encombrants sur appel téléphonique. Voilà. Et ils viennent, et ce qui permet justement de rassurer l'habitant, parce qu'il sait qu'il va pas prendre d'amende, parce qu'il y a la peur de l'amende aussi, et puis il y a des gens qui sont même plus respectueux que d'autres, ils veulent justement faire bien les choses. Il y en a qui mettent leur dépôt n'importe comment,
Mais c'est vrai que déjà, tout à l'heure, on avait abordé les transports, mais même pour la Stas, il n'y a pas de numéro de téléphone, par exemple. Le service client, il n'y a rien, quoi. Donc, c'est quand même, il manque de transparence par rapport aux services municipaux. Et même s'il y a un numéro de téléphone unique, en tout cas, sur le site de Saint-Étienne, la mairie, pour rechercher des informations sur les dépôts, les encombrants et autres, c'est difficile, hein, puisque moi, je me suis mis... on avait quand même pas, je reprends l'exemple d'Amazon, on avait quand même pas mal de cartons et on a galéré pour trouver la déchetterie, c'est pour dire. Et pourtant on n'est pas loin. Mais c'est parce que souvent les choses sont faites à l'envers. C'est-à-dire que, bon, par exemple, tu vois des projets d'écologie à Saint-Étienne. Est-ce que tu as entendu parler des îles qui ont été fabriquées à Saint-Étienne? On a fabriqué des îles. Sur le bassin de Janon. Le bassin de Janon, tu vois, c'est à Terre-Noire. C'est un grand bassin qui servait dans l'industrie avant, mais maintenant qui sert à faire des joutes, parce qu'il n'a vraiment pas de vagues, il est parfait. Mais ce bassin-là, on a disposé des îles flottantes, tu vois, pour créer un biotope favorisant les poissons et tout ça. Bon, c'est intéressant, mais ça coûte une fortune. Hein. Donc voilà, comme c'était financé, on l'a installé. Voilà, c'est un projet d'environnement. Alors c'est intéressant, mais les gens n'avaient pas demandé ce projet-là, et il leur est tombé dessus comme ça. Tout comme le verger, par exemple, permacole, avec des variétés un peu adaptées anciennes, qui a été créé en plein bois d'Avèze, qui est un bois sauvage. Donc, ce n'est pas intéressant au niveau de la biodiversité, on régresse. D'accord ? Et ça n'a pas été, l'association de bois d'Avèze n'a pas été consultée sur ce projet, en amont. Après, elle a été consultée après. Et les habitants, personne n'a été consulté. Quelle chance à un verger qui se trouve juste à côté de Terre-Noire de résister au piétinement et à l'usage du voisinage s'il n'a pas été demandé par la population. C'est de l'argent jeté en l'air. Donc tu vois, on prend l'écologie à l'envers. Il faut partir des nécessités des gens, de ce qui se passe, de demander leur avis. Il faut que les projets soient acceptés par les quartiers. De ce qui se passe dans leur rue, de ce qui se passe. Moi, pourquoi je parle de la tour là qui vont nous faire, pourquoi je parle des encombrants, pourquoi je parlais des rats, parce que moi, ma rue, concrètement, elle est sale, quoi. Alors, elle est sale parce que, comme on dit, les personnes, il y a pas de lieu de rencontre. Alors, on va faire un quartier d'affaires, c'est très bien pour les entreprises, mais pour les gens, on n'a pas de lieu de rencontre. Alors, il y en a, ils me diront, il y a Michael Lake du Crête de Roc. Oui, mais bon, Crête de Roc, c'est un autre quartier. Moi, c'est Château-Creux. Alors, bon, voilà, il y a des initiatives qui se font un petit peu, mais on se rencontre pas. Moi, je rencontre les gens dans ma rue, et puis des fois, c'est sur mon palier, quoi, avec mes voisins, en disant, il y a un gros problème dans la rue, c'est pas propre, voilà. Et là, personne ne dit rien. Beaucoup de gens de la rue Ferdinand, d'ailleurs, ont réclamé au maire de faire des choses, et pas beaucoup de choses est fait dans cette rue. Le quartier, c'est vrai qu'il est en train de se transformer, mais c'est un quartier d'affaires, et les gens, ils sont dans leur petite vie, et donc du coup, forcément, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de médiation, et donc, comme disait Philippe, et c'est dans la programmation de Synthé la citoyenne, avec des citoyens, avec des personnes engagées, c'est donner la parole aux habitants, mais pas que, les moyens d'agir, par quartier, par rue, pourquoi pas, si le quartier est trop grand, pas par rue, après on s'organise, et on émet des idées pour améliorer la condition de vie, parce que l'écologie, c'est quoi ? C'est un gros mot, mais un gros mot qui est pratico-pratique. C'est dans les transports, c'est la santé, c'est la rencontre, c'est la discussion, c'est élaborer des projets alors qui viennent pas du haut, qui viennent d'en bas, et l'élu essaye avec les habitants de le mettre en œuvre. Tout simplement. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est un beau discours. Mais rue Ferdinand, moi, ma voisine, par exemple, elle a trouvé la solution. C'est, Loïc, si tu vas là-bas, est-ce que tu peux me le prendre ? Voilà, on se rend des services. Et c'est gratuit. On se rend des services l'un et l'autre. L'autre coup, j'ai dû aller déposer à la déchetterie pour ma voisine. Un coup, ma voisine, elle dit, moi, je mangeais pas, j'aimais pas, je suis un peu difficile, je suis désolé. Au lieu de jeter, j'ai donné à ma voisine. Voilà. Des trucs concrets qui peuvent se faire. Ça se faisait avant. Beaucoup, ouais. On cuisinait pour beaucoup de monde en général, ouais. C'est ça. Mais bon, ça voulait dire un tissu social où il y avait des relations.
on n'était pas aussi individualiste. On nous avait pas rendu autant individualistes. Et on n'était pas Parce aussi qu'on dans une société de surconsommation aussi. Voilà, on a une part de responsabilité à surconsommer, on a une part de responsabilité à être individualiste, mais quand même. Toute la société nous y a conduit, toute la pub nous y conduit tous les jours. Et en fait, c'est notre humanité qui résiste à ça. Hein. Voilà. Si on n'est pas totalement individualiste, c'est bien parce qu'on a su rester quelque part humain. Tu veux qu'on parle d'un dernier sujet ? Moi, je propose de parler des abeilles. Qu'est-ce que t'en penses, Loïc ? Ah bah c'est pertinent. Hein, Est-ce que tu sais, par exemple, combien il y a à peu près combien il y a de ruches à Saint-Étienne ? Hein, Vincent, tu sais, toi ? Non. Environ une centaine. Et tu sais combien il en faudrait pour la consommation de miel de Saint-Étienne ? Il en faudrait 13 000. C'est pas un chiffre. Ah bah oui, mais c'est un gros travail. Si on passe déjà de 100 à 1000, ça sera bien, quoi. Ouais. Si on multiplie par 10, déjà, ce sera pas mal. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Mais nous, à la citoyenne, on pense que c'est possible donc de multiplier par 10 le nombre de ruches à Saint-Étienne. On est dans parce que c'est hyper important. Hein. C'est hyper important parce que l'abeille, tu sais, pour la pollinisation et pour la biodiversité, c'est indispensable. Pour végétaliser la ville. Voilà. Oui, et pour notre production maintenant, puisque si on démarre une filière agroalimentaire, on aura besoin aussi des abeilles, bien sûr. Hein. Et d'autre part, parce que le miel, c'est aussi un produit qui est assez génial, quoi. Enfin, tous les produits de la ruche sont des produits qui sont assez géniaux. Du point de vue de la santé, c'est hyper intéressant, la propolis, le pollen, etc. Tu vois. Et les poules pour... Les poules, c'est intéressant, hein, ça a l'air anecdotique comme ça, mais les poules c'est extraordinaire, comme ça peut diminuer la quantité de déchets verts. Là, Saint-Étienne Métropole a bien joué sur le côté de la poule par foyer. Enfin, là, je veux dire que réellement, c'est une bonne chose. Voilà, on ne peut pas reprocher aux élus que nous avons tous les torts du monde. Il y a quand même du boulot qui est fait, mais on pourrait encore plus faire, et avec l'adhésion des habitants. L'adhésion, et puis voilà, que ça part d'eux aussi. Hein, quoi. Oui, et puis il faut apprendre à élever des poules. Donc bon, aussi, si ça pouvait se faire dans les écoles, etc., des petits élevages. L'apiculture, c'est pas si... L'apiculture, c'est un art qu'on apprend toute sa vie, mais c'est aussi, grâce aux abeilles qui se débrouillent quand même pas mal, c'est aussi quelque chose qui peut se pratiquer au niveau d'un quartier, qui peut être appris assez rapidement. Il y a des associations apicoles à Saint-Étienne, dont une coopérative apicole qui est à Montieux, qui peuvent vraiment aider les gens à s'initier à l'apiculture. C'est hyper important. On aurait du miel 100% stéphanois. Mais il y en a déjà, et il y a des ruches dans le Bois d'Avès, par exemple. Le chiffre de 13 000, pour moi, il n'est pas... ça va. Toi, ça te paraît pas beaucoup. Mais les ruches, c'est pas facile quand même. Hein. Tu vois, mais, Oui, mais c'est des métiers qui reviennent. Oui. Parce qu'on sait pertinemment qu'on a besoin d'abeilles. Puisque sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Ouais, tout à fait. Mais pas tout de suite, quoi. Je pense qu'on peut multiplier par 10 déjà le nombre de ruches, ça serait déjà pas mal, tu vois. Et parce que bon, ça demande un temps pour apprendre, hein, pour transmettre cette culture de l'apiculture aux personnes. Il y a des pays, par exemple, où les gens, la moitié de la population sait s'occuper des abeilles. En Slovénie, par exemple. Tu vois, mais ici, on a un petit peu perdu la culture de l'abeille, quoi. Alors que nous avons un fort réseau associatif dans les quartiers, on a les centres sociaux, on a des amicales laïques, donc l'éducation populaire peut se faire par rapport à l'apiculture, par rapport aussi à d'autres sujets très facilement. Après, voilà, il y a toujours des manques au niveau par exemple, de la rencontre. Hein, à Château-Creux, je le disais. Il y a des jardins, par exemple, rue Néron, qui se situe un peu plus haut. Ça pourrait se faire là aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il y a des endroits quand même qui sont pas nombreux, mais il y a des endroits où on peut faire cette sensibilisation et puis... et pas que de la sensibilisation, de la pratique aussi, avec des ateliers qui peuvent être faits avec des associations apicoles. Et là, les débouchés sont assurés, puisque la consommation, on est largement déficitaire en France, en production de miel. Tu vois, en France, il nous faudrait 40 000 tonnes par an, et on en produit, en 2018, on en a produit 8 800. Quand on va dans les magasins, justement, on prend maintenant l'habitude de regarder derrière le pot, les origines, et grosso modo, 80% du miel, c'est du miel
issus de la communauté européenne. Oui, issus ou non Il n'y a issus. pas de trace. Ouais. Il y a pas... Donc, ça donne déjà une image sur la provenance. On manque vraiment de miel en France, ouais. C'est clair. Donc, Alors il y que a- ça ne demande pas justement de gros moyens, si ce n'est que c'est le métier justement qu'il faut réapprendre. Et ça ne demande pas des hectares et des hectares. Non. Alors justement, l'abeille, elle travaille dans les communs. Ça, c'est tout à fait clair. L'abeille va chez le voisin. Elle se balade un peu partout. Donc, elle nous engage dans une réflexion commune. Il ne faut pas non plus que le voisin, l'agriculteur voisin, fasse un traitement au moment donné où les abeilles sont sur ses fleurs. Sinon, c'est foutu pour l'apiculteur. C'est foutu aussi pour le consommateur qui va consommer du mauvais miel, etc. Donc l'abeille nous engage dans une réflexion écologique et sur les communs qui est intéressante, tu vois. Il faut vraiment travailler ensemble avec les abeilles. Parce que le métier d'apiculteur n'est pas si facile. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de mortalité chez les abeilles. Il y a des mortalités qui sont dues à, sans doute, produits chimiques, hein, toutes sortes de pesticides qui sont répandus. Peut-être des problèmes avec les électromagnétiques, un peu trop d'ondes dans tous les sens, parce que les abeilles communiquent. Oui, avec les antennes. Voilà, les abeilles communiquent énormément. Elles communiquent de différentes manières. Elles sont Mais ça peut perturber. Il y a quand même ça peut perturber leur géolocalisation. le magnétisme et tout ça, Voilà. en fait. Hein, C'est possible. Ce sont des ondes quand même. Donc elles se perdent. Voilà. Donc une abeille qui ne rentre pas à la ruche, elle est morte parce que c'est vraiment les abeilles, ça vit vraiment en communauté. Voilà. Et donc il y a le taux de mortalité. Tu veux savoir le tôt de mortalité? Oui. C'est impressionnant. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. Donc il faut vraiment s'y mettre, aider les apiculteurs et installer des ruches. 38,5%, c'est le taux de mortalité des ruches au cours de l'hiver 2017-2018 dans la Loire. Ouais, c'est un tiers, c'est énorme. Ouais. T'imagines, tu perds un tiers de tes vaches, un tiers de tes animaux, tu vois, un tiers de tes ruches. Il n'y a, c'est énorme. pas de mission justement de vouloir repeupler un peu ces ruches. Disons que les apiculteurs n'arrêtent pas de reproduire des essaims, de reproduire des abeilles, mais vu les pertes, c'est quand tu vois. Donc là, c'est quand même c'est aussi quand même une question de santé publique, parce que si il y a un tiers des abeilles qui disparaissent, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un changement dans la façon de vivre qui les atteint et qui peut aussi nous atteindre. Donc il y a forcément des études qui ont pu établir justement l'origine. Ça indique qu'il y a quelque chose qui les pollue, ça indique que ça peut être des pesticides, ça indique que ça peut être du magnétisme, mais ça indique aussi une baisse de biodiversité, c'est-à-dire il n'y a pas de fleurs au bon moment, etc. Et aussi un changement climatique. On n'a pas parlé parce que c'est tellement évident, mais le changement climatique fait que quand les plantes devraient fleurir, elles ne fleurissent pas. Quand elles fleurissent, il se met à pleuvoir, etc. Il y a une sorte de dérèglement qui fait que les abeilles souvent se retrouvent sans possibilité de se nourrir. Voilà. Et tout ça justement à cause de la faute à nous. C'est pas la faute à Pierre-Paul, mais c'est la faute à nous. Parce qu'on a il faut avoir une prise de conscience individuelle et collective par rapport à ça. Et pas ignorer ce qui se passe en fait, parce que c'est des choses pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas trop s'attarder. Ils vivent au moment présent, à court terme, mais pas forcément à long terme. Ils n'ont pas cette vision justement pour leurs enfants. Là, c'est du court terme maintenant. Hein. C'est ça. Les abeilles, c'est cet hiver qu'elles meurent. Quoi, tu vois. C'est dans 10 ans qu'elles disparaissent si on ne fait pas attention. Tu vois, c'est tout de suite, quoi. Tu vois, là, maintenant, c'est du court terme. Et je crois vraiment, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que pour le prendre en positif, que la volonté individuelle rejoigne la volonté collective, tu vois. Il faut vraiment les deux, quoi. Il faut vraiment une municipalité qui s'empare de la question avec des gens aussi motivés sur le terrain. Il faut vraiment les deux en même temps. Sinon, ça ne marchera pas. L'un sans l'autre ne fonctionnera pas. Une municipalité aussi évoluée soit-elle, aussi humaniste et écologique soit-elle, ne fera rien sans que les gens s'y mettent. Et puis il faut aussi des emplois qui ont... Voilà, on parlait tout à l'heure avec avec Philippe par rapport à une filière agroalimentaire et que ça pourrait, l'apiculture, recréer des emplois. Les gens, pourquoi aujourd'hui ils sont aussi sur du court-termiste le logement insalubre, par exemple, c'est une préoccupation. Et le logement insalubre, c'est dû à quoi? Une humidité dans le logement. Donc ça a préoccupé énormément les gens, surtout en précarité. Hein. Moi, de métier, je suis médiateur social et on voit que la précarité énergétique, elle est prédominante. Et alors que
la lutte contre la précarité énergétique, ça referait des emplois. Donc, en fait, l'écologie, ça touche, comme je disais tout à l'heure, tout, et ça pourrait recréer des emplois, parce que les emplois de demain, c'est lutte contre la précarité énergétique. C'est par rapport aux déchets, par rapport à la sensibilisation et à la médiation, ambassadeur de tri, médiateur nature. Ça n'existe pas à Saint-Étienne. Les ambassadeurs de tri, non, parce que d'ailleurs, il y a une proposition... C'est souvent anecdotique et en contrat précaire. C'est ça, en contrat précaire et pas d'emploi durable. Et puis d'ailleurs, il y a aussi d'autres listes qui proposent cela aussi. Nous aussi, ça a été mis en place pour la première fois en quelle année ? Alors, il y avait une brigade de l'environnement qui n'existe plus. D'accord. Ça a été supprimé par M. Perdriau. Maintenant, c'est les effectifs de police municipale qui font cette mission, mais ils n'ont déjà pas le temps pour ils ont pas le temps pour cette mission concrètement. Donc il y a une redéfinition aussi des postes, etc. Donc peut-être pas une brigade de l'environnement, mais un ambassadeur du tri, de la médiation. Il y a de quoi faire. Hein. Moi, voilà, je suis médiateur social, on peut dire qu'il y a du boulot. Il y a quoi encore ? Il y a les gardiens d'immeubles. Aujourd'hui, dans les immeubles, par rapport aux déchets, par exemple la gestion des déchets, les gardiens d'immeubles, ils sont très sensibilisés à l'environnement, parce que de profession, moi, c'est ce que je suis de base, de formation. Et donc, il n'y a pas de gardien d'immeuble, c'est des sociétés de nettoyage qui assurent une prestation. Mais ça s'arrête à la prestation, le nettoyage. Donc, il y a des emplois à créer. Enfin, il y a la filière agroalimentaire, locale, avec les apiculteurs, avec... L'écologie, c'est pas un truc décalé, quoi, comme on le dirait. C'est pas un truc de bobo. Il faut pas le boboiser. Il faut le rendre populaire. Et c'est possible, le rendre populaire, citoyen et humaniste. Donc, en partant de la base, et la base, c'est aussi l'emploi. Les gens, ils ont un problème, ils ont beaucoup de problèmes d'emploi. Et valoriser ce travail. Parce que pour moi, être ripper, certes, c'est derrière le camion de poubelle, mais c'est un métier valorisant puisque ça contribue à la propreté et à l'environnement. C'est un métier difficile. Gandou, comme on dit à Saint-Étienne, c'est un métier difficile et hyper utile, quoi. Pour l'instant, tu sais, quand les gandous se mettent en grève, on s'aperçoit rapidement qu'ils sont très 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 utiles. Ça prend pas une semaine pour que le maire commence à négocier. Là, c'est très rapide. Ils sont vraiment très utiles et c'est un métier difficile. Circulation, en pleine circulation, tu vois, des horaires assez délicats. Voilà. Moi, j'étais gardien d'immeuble et physique aussi. Moi, j'ai été gardien d'immeuble et quand j'ai postulé à Saint-Étienne, il n'y a pas eu beaucoup de postes de gardien d'immeuble, justement. Pourquoi ? Des sociétés de nettoyage qui font par la prestation, alors que moi, j'aimais bien parce qu'en plus, ça donne le petit conseil à l'habitant pour le tri, ça donne... Voilà, et puis on est à la même échelle, quoi, je veux dire, à part que je suis gardien d'immeuble, mais c'est quoi le plus ? C'est que j'assure un service, et un service, certes je suis rémunéré, mais la personne ne me rémunère pas directement, mais j'étais toujours avec la petite attention, voilà, rompre l'isolement, moi ça faisait parler d'un sujet, et on faisait passer de la sensibilisation comme ça, parce que moi je me rappelle toujours d'une personne âgée qui me disait « Oh, c'est sale, mais heureusement que vous êtes là, ça participe au cadre agréable de mon quartier. » Voilà. La dernière fois, on a évoqué justement la proximité, des missions citoyennes. Tout ça peut tourner en fait autour de, une fois de plus, du cœur de la ville, comme dirait Fabrice, c'est le cœur du citoyen, le cœur de la cité. C'est de ramener justement des services de proximité au centre des quartiers. Et autour de ça, justement, on peut créer différents satellites qui puissent s'occuper de l'environnement, de s'occuper justement des anciens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de dépendance et des gens qui ont des problèmes de maintien à domicile qu'on ne voit pas et qu'on ne voit pas souvent. Et dans une ville, dans une grande ville, il y a beaucoup de gens comme ça qui sont seuls. Donc ça permet justement de savoir ce qui se passe un peu dans nos immeubles, autour de notre voisinage, et de réapprendre justement à communiquer, à réapprendre. Et avant, il y avait beaucoup de fêtes de quartier. Ouais. Mais c'est pas un hasard s'il y en a moins. Parce que là, on entre dans une autre logique, tu vois. Il y a la logique de toujours plus grand, toujours plus global, toujours plus homogène. Et puis il y a la logique où on travaille sur la différence, sur les complémentarités, sur le local, sur l'humain, etc. C'est pas la même.
Tu vois, la logique des multinationales et de la métropole, c'est pas la même logique que celle des quartiers et de ce qu'on veut faire nous, un projet à taille humaine. Quoi, voilà. En tout cas, l'écologie est très importante aujourd'hui et renvoie à la solidarité, à plein de choses en fait, le transport, tout. On a fait tous les domaines. Mais oui, tous les domaines. On a fait que l'aborder, là, l'effleurer. C'est ça, tout à fait. Voilà, ouais. Donc de toute manière, on a encore le temps, puisqu'il reste 2 mois. Ouais, tout à fait. Donc, mais enfin, il y a plein d'autres thèmes à voir aussi. Oui, tout à fait. Il faudrait parler. Mais je pense qu'il faudrait quand même un peu plus de temps pour aborder l'écologie, parce que là, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de sous-thèmes en fait par rapport à ça, et qu'il faut essayer de ventiler un peu, parce que de prendre le temps justement de parler un peu de tout ça. L'écologie, chez nous, dans Vivre Heureux, dans le programme Vivre Heureux à Saint-Étienne, il est dans toutes les dimensions parce qu'on le retrouve partout. Hein, c'est multidimensionnel l'écologie. Hein. C'est pas un thème. L'écologie, ça touche des thèmes. Et voilà, c'est pour ça que je voulais définition de l'écologie. Le mot de la fin, Philippe, Loïc, Sandrine. Sandrine, puisque tu as. On va laisser la place à Sandrine et remercier à Sandrine de nous avoir écoutés, puis en même temps essayer d'assister au niveau technique, ce qui n'est pas facile. Bon, je n'ai pas fait grand-chose, je suis vraiment désolée. On voulait te remercier. Le mot de la fin, je dirais que l'écologie est l'affaire de tous et de toutes. Donc effectivement, comme disait Loïc, c'est pas un thème. C'est vraiment le thème qui relie tous les autres thèmes, la culture, l'emploi, la solidarité, voilà. Donc en fait, contrairement, juste avant que je vais faire une parenthèse, Philippe, au lieu de parler de choses et d'autres, parce qu'on a abordé l'emploi et tout ça, c'est important, et je pense que la thématique, en fait, aujourd'hui, le socle des campagnes, c'est l'écologie, en fait. On l'avait évoqué tout à l'heure, on disait, moi j'avais appelé ça un peu has-been à l'époque, mais c'était les années 80, en fait on parlait de l'écologie comme si on parlait des 68 arts, alors qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a... On disait 68 arts attardés dans les années 80. On se rend compte qu'on a un gros train de retard, là. Il y a plusieurs wagons qui sont passés derrière nous, devant nous, et puis voilà. Oui, ça bouge un petit peu. Dans les années 80, l'agriculture biologique était à 1% de l'agriculture. Maintenant, ça commence à augmenter. 7, 8, 10%. Ça commence, mais il est tard quand même. Hein. Il va falloir accélérer le mouvement, là. 21h47, en tout cas merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Alors je voulais vous remercier les auditeurs et te remercier aussi d'avoir animé ce temps et de nous avoir invités. Avec plaisir, puis on essaiera de solutionner le problème du Facebook Live. Mais ça reste quand même une web radio et on est toujours disponible sur les applications Orange Radio, radio.fr. Vous recherchez Droit Citoyen pour ceux qui vont écouter dans les prochains jours cette émission. En tout cas, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine. En tout cas, pour ceux qui reviennent. Ouais. Bonne soirée. Je sais pas qui c'est qui va venir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Droit Citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit Citoyen.